Voilà déjà la dernière journée ici au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Gobain. Nous sommes pour cette dernière avec le docteur Sefsouf. Le docteur, nous allons tirer, j'allais dire, une conclusion de la semaine. On a vu plein de professionnels soignants témoigner de leurs activités, qu'ils soient ergo, qu'ils soient kinés, qu'ils soient assistantes sociales et j'en passe. Alors vous êtes médecin justement en charge de la rééducation physique et adaptée donc des patients. Vous êtes nombreux comme médecins ici sur le centre de rééducation? Oui, actuellement on est 9 médecins avec un médecin qui est un 10e qui est en arrêt maladie longue, monsieur le docteur Norvu, qui ne reviendra probablement plus puisqu'il part en retraite. Il part en retraite en septembre. Et on est chargé chacun d'à peu près 23 patients chacun pour les 184 lits du centre. Alors, il y a plein de choses que je voulais aborder avec vous. Je voulais parler déjà de ce que j'ai entendu pendant ces 5 jours que j'ai passés ici. C'est la prise en charge sensitive. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette prise en charge sensitive? C'est quoi exactement? La prise en charge sensitive, c'est une prise en charge, on va dire, spécialisée. L'équipe d'ergothérapie et certaines sont formées à prendre en charge les troubles sensitifs chez des patients orthopédiques, neurologiques, l'algoneurodystrophie par exemple, avec des évaluations. Est-ce que je dois rentrer dans les détails de la technique? On va rester un peu plus succinct, mais ça nous explique en tout cas, voilà. Oui, c'est une prise en charge longue, mais assez efficace et elle n'est pas dans les traitements. Ça sort un peu des traitements traditionnels de la douleur. Comme je donne un exemple de la toxine botulique qui est devenue également utilisée pour les douleurs. Ça peut compléter, la prise en charge sensitive peut compléter les autres moyens de prise en charge pour la douleur. Alors, ici, il faut souligner que vous avez une particularité également, c'est ce qu'on appelle l'équipe mobile. L'équipe mobile, elle va à domicile pour faire des évaluations, du conseil. Comment fonctionne cette unité mobile? Donc l'équipe mobile nous a été, on a eu ce label très récemment, parce que nous faisons des visites à domicile, c'est notre métier. Avant que le malade sorte du centre, on peut être amené à aller dans leur domicile pour évaluer leurs besoins et mettre en place des aides techniques ou autres. Des fois décider que le logement n'est pas adapté et qu'il faut trouver une autre chose, une autre solution. L'équipe mobile, c'est une équipe qui va aller voir le patient chez lui avant même qu'il vienne chez nous. Et d'ailleurs, il peut ne pas d'ailleurs venir chez nous. C'est une demande extérieure qui peut venir des autres médecins des hôpitaux ou des médecins traitants ou des services de soins comme une infirmière qui va chez un patient, elle voit qu'il y a une détresse, elle peut déclencher cette visite par l'équipe mobile. Et l'équipe mobile, en fait, elle dresse un diagnostic de la situation et elle essaye de trouver en fait des conseils d'orientation. Exactement. Quelquefois, ces patients-là peuvent venir en centre, mais ce n'est pas nécessaire. On peut très bien adapter un fauteuil, adapter du matériel pour l'aide à la toilette, etc., en n'ayant pas besoin de prendre le patient en centre de rééducation. Parfois, on peut leur proposer une prise en charge en centre. Alors, on a vu tout le long de cette semaine pas mal d'activités, de professions qui sont exercées ici. On a vu bien entendu les ergos, on a vu les kinés, on a vu motriciens. Voilà. On a vu le prof de sport, mais il y a plein d'autres activités ici. Je vois par exemple, vous avez des orthophonistes également. Tout à fait. Combien il y a à peu près d'activités différentes? Ils sont nombreux à travailler comme ça on a à peu près toutes les métiers qui sont nécessaires pour la rééducation. Entre la neuropsychologue et il nous manque une psychologue. Depuis l'histoire du Covid, la psychologue elle est en arrêt et de ce fait on n'a pas de psychologue alors qu'on en a vraiment besoin.
Dans le centre, on prend en charge aussi des obèses. On a une école du dos avec des patients qui viennent travailler en groupe. C'est des groupes de 8, que ce soit pour les obèses ou pour les écoles du dos. Et ces personnes-là ont besoin de psychomotes, ils ont besoin de neuropsychologues, ils ont besoin de psychologues, en plus de tout le reste, c'est-à-dire les APA, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes. Et toutes ces personnes sont indispensables pour prendre en charge la diététicienne. C'est très important, la diététicienne. Alors effectivement, on n'en a pas parlé. Je suppose qu'elle intervient dès l'entrée de la personne et elle va élaborer Elle va accompagner le patient dès la prise de sang qui est réalisée dès le début, quelle que soit la pathologie, s'il y a besoin de mettre une nutrition, si le patient est diabétique, si les obèses, c'est nécessaire, elle les prend en charge pendant tout leur séjour, toutes les 4 semaines où ils sont là. Les écoles du dos également, donc elle intervient pour l'adaptation des textures, pour la dénutrition. On a des patients qui sont en dénutrition, pour les diabétiques, pour adapter un régime pour diabétiques, etc. On a pas mal de... Alors on voit que tout a été pensé. Ici, il reste encore des choses que vous aimeriez voir arriver ici. Peut-être. Par exemple, je suis partie à Amiens faire une formation sur la toxine botulique dans le cadre de la douleur. Et ils ont une musicothérapeute. Je trouvais ça, c'était quand même pas mal... pour détendre les patients pendant les injections, au lieu de leur mettre des... Et je trouvais que c'était vraiment... Pendant toute la consultation, la musicothérapeute était là et elle mettait de la musique, elle faisait des choses. Et je trouve ça super bien. C'est vrai que ça m'a vraiment plu. Alors, on parle bien entendu d'autonomie beaucoup dans cette émission. Oui. L'autonomie, c'est pouvoir aussi reconduire ou apprendre à conduire. Comment ça se passe? Vous avez votre propre auto-école? Vous sous-traitez? Comment ça se passe? On a une convention avec une auto-école extérieure. Pour ne pas le nommer, c'est M. Golodvin, qui évalue avec nous la fin de la prise en charge interne parce qu'on a un véhicule adapté. Enfin, c'est comment on appelle ça? Oui, un véhicule adapté. On a le véhicule adapté, mais on a un simulateur. Le simulateur qui est quand même un outil très très important. Je donne un exemple. Récemment, j'ai un patient qui rentre chez lui, il va à Saint-Quentin, il vient, et il conduit, alors que moi je vois bien qu'il a des troubles un peu neurologiques, etc. Je le fais évaluer et l'équipe d'ergo me dit la vitesse, il ne respecte pas. Ben voilà. Et donc il va falloir lui expliquer que même s'il aime conduire, même s'il veut conduire, on est obligé de le faire passer par la commission pour valider ou pas son permis de conduire, parce il peut être dangereux pour... Voilà. Donc on peut poser l'indication comme ça, comme on peut évaluer un patient qui a fait une hémiplégie parce qu'il veut absolument reconduire, pour voir un petit peu ses capacités et l'aider, l'entraîner pour qu'il puisse un jour reconduire. Et ce sont les ergos qui voient pour l'aménagement du véhicule? C'est nos ergos qui s'occupent, c'est les REIS, oui, c'est l'équipe d'ergos qui s'occupe des évaluations, et elle travaille aussi avec l'auto-école officielle pour valider, et le médecin bien sûr signe le certificat de fin de prise en charge pour favorable à la reprise de la conduite automobile. Et vous avez également des gens, je suppose, qui du coup ont passé leur permis de conduire en étant en situation de handicap. Ils ont été obligés de repasser le permis ou tout simplement de le passer parce que... on a fait passer des permis à des jeunes, un paraplégique à 20 ans. On a réinséré, il a même fait un métier avec nous. On lui fait passer aussi le permis. Alors la grande difficulté aujourd'hui, c'est d'accepter son nouvel état, oui. Accepter d'être diminué, oui. D'avoir perdu des facultés motrices ou intellectuelles. Comment un médecin peut aider justement un patient dans cette démarche tellement difficile qu'est ce qu'on appelle le passage? C'est très long. On ne lâche pas les patients. Pour moi, c'est un patient qui a une pathologie neurologique. Du moment qu'il est para ou tétra ou hémiplégique, c'est très long. Moi, mon plus vieux patient, ça fait 17 ans que je le suis. Donc, je pense que les patients, il faut les accompagner, les suivre, leur donner envie. On peut mettre 5 ans pour mettre un fauteuil roulant électrique pour l'aider à se déplacer. On peut mettre 5 ans pour faire mettre des chaussures orthopédiques à un patient parce que c'est indispensable, parce qu'il a un déficit qui nécessite des chaussures orthopédiques. Quand vous dites on peut mettre 5 ans, ça veut dire que pendant... Pour le convaincre.
Voilà, 5 ans pour le convaincre que c'est bien pour lui, quoi. Voilà, oui. Ça peut être très long, il faut l'accompagner. Il n'y a pas de réel deuil. Moi, le deuil accepté, on n'accepte pas finalement. On vit avec, on s'adapte. Et il ne faut pas les lâcher, il faut être derrière eux, il faut les accompagner, les familles aussi. Il faut les soulager des fois, les familles, en prenant de temps en temps les patients pour qu'ils puissent souffler. Ça s'appelle l'hospitalisation de répit. Elle existe en gériatrie, mais nous aussi, on l'applique. En été, on accueille quand même pas mal de patients en hospitalisation de répit. Et ça permet de... Alors, quand on est hospitalisé chez vous, généralement, on n'est pas là pour 3 jours. Hein. Non. C'est des longues hospitalisations, de longs séjours. Et vous avez mis en place, en fait, des animations, parce que c'est pas le tout, mais faut occuper le temps. En dehors des soins, il faut occuper le temps, quoi. Oui. On retrouve quoi comme type d'animation? L'animation, on a des soignants qui ont été un peu, par rapport à leurs problèmes physiques, on leur a donné ce poste. Ouais. Et elle s'occupe elle crée de l'animation, il y a de la lecture, il y a Ils font des sorties? Pas l'animation. D'accord. Pas l'animation. Ça, c'est les ergots. Mais ça pourrait être... l'ergo a une sortie thérapeutique. Thérapeutique, voilà. C'est des sorties d'éducation. Les diététiciennes aussi, elles peuvent faire des sorties pour faire des courses. D'accord. Il faut des sorties. Donc tout ça, c'est thérapeutique. Ça, c'est plutôt dans mais le soin. il n'y a pas de sortie de loisirs, quoi. Il n'y a pas de sortie de loisirs. Par contre, vous faites venir à l'intérieur des gens qui viennent de l'extérieur. Ça peut être des musiciens. Ça nous arrive. Là, avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Ben oui. Mais nous, on amène des gens qui vont lire des histoires ou jouer ou chanter. Un guitariste qui va venir chanter. Moi, je me souviens, il y a quelques années... j'étais dans un petit groupe de saxo, Saxen, ça s'appelle Saxen, et mon fils fait du saxo, et on est venu jouer ici pendant plus de 2 heures. On leur a joué dans cette salle. On a joué pendant 2 heures et on a descendu les patients avec ceux qui étaient dans leur lit et tout. Parce que là aussi, hein, ça fait partie du séjour. Oui. On pense bien entendu à la partie soins, mais la réadaptation passe aussi par la vie sociale. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure de s'accepter tel que l'on est, qui n'est pas une chose toujours très facile, mais de pouvoir s'intégrer aux autres, et là je pense au monde des valides, c'est aussi justement par ces activités sociales que ça passe. Tout à fait. On prend le patient aigu à l'arrivée pour la rééducation, parce qu'on essaie toujours de récupérer le maximum. À un moment donné, l'évolution s'arrête et là on doit passer à la réadaptation. La réadaptation consiste justement à lui apprendre à vivre avec son handicap, à lui donner des moyens pour se déplacer. C'est là la partie la plus dure, de passer de rééducation à réadaptation. À la réadaptation. Parce se dire, ça y est, on ne peut plus, on peut plus grand-chose pour vous. Et la date est difficile à fixer parce que ce moment où on doit dire au patient, c'est bon, que ce soit lui ou à la famille, c'est là où c'est cette étape-là où on dit, bon, là, on va réadapter. Ça peut être très, très difficile et ça peut prendre, il n'y a pas un patient pareil. Il y a des patients où ça peut aller plus ou moins vite parce qu'on a quand même des DMS, on a des durées moyennes de séjour qui nous aide à dire, voilà, un paraplégique, on va le prendre 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. Et un hémiplégique, on va le prendre 16 semaines. Et après ça, on va le suivre, on va le surveiller, on va lui adapter des chaussures. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai une dame, j'ai mis 5 ans à la convaincre à mettre des chaussures. Elle les a depuis 6 mois, elle est complètement transformée, alors qu'elle les refusait. Donc juste parce qu'elle est tombée, que c'est difficile, que sa vie à la maison c'est compliqué, le fait d'avoir mis ses chaussures orthopédiques, ça lui a permis d'avoir une meilleure autonomie à la marche avec une canne tripode. Bien, eh bien écoutez, docteur, merci de nous avoir éclairé, j'allais dire, sur toutes les prises en charge possibles. Alors on est bien d'accord, hein, on n'a pas pu tout voir en une semaine, mais en tout cas ça nous aura donné une idée de l'entrée en fait en centre de rééducation, la prise en charge par les équipes, puis après tout le travail qui est fait au quotidien, et puis après la dernière partie, celle de la préparation à la sortie. On aura vu également que pour les gens qui sont en extérieur, ils ont la possibilité de venir en hospitalisation de jour, ils ont la possibilité de faire appel à vous, qu'ils soient venus ou pas au centre de rééducation ici de Saint-Gobain. Ils ont toujours la possibilité de faire appel à l'équipe mobile pour les aider à avancer dans leurs besoins.
Et si vous me le permettez, j'aimerais également qu'on remercie tous ces gens de l'ombre. Oui. Parce que faire tourner un établissement comme un centre de rééducation comme celui-ci, si derrière on n'a pas les gens qui préparent à manger, oui. Si on n'a pas les gens qui sont là pour réparer la chaudière quand elle tombe en panne, si on n'a pas les plombiers, si on n'a pas les femmes de ménage qui assurent le nettoyage des locaux, qui assurent effectivement aussi l'hygiène de l'établissement s'arrête. C'est pas seulement le personnel soignant que l'on voit traverser les couloirs avec la blouse blanche. Donc on est d'accord pour tous les remercier et saluer le travail qui est un véritable travail collectif. En tout cas, je voudrais que vous transmettiez nos remerciements à l'ensemble des personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission chez vous cette semaine. Merci bien entendu à votre directeur également. Merci à la région Hauts-de-France qui nous a permis d'organiser la tournée Handy Regional Tour et notre partenaire l'AGFIP des Hauts-de-France avec qui on aime justement revenir sur les possibilités qui sont offertes aux personnes en réadaptation et en réinsertion professionnelle parce que on voit les possibilités sont multiples. Faut-il encore les connaître, être accompagné? C'est ça aussi le rôle de l'AGFIP. Docteur, merci à vous tous et je vous souhaite de passer un excellent moment sur notre chaîne et merci d'avoir été avec nous toute cette semaine ici à Saint-Gobain. Première région automobile. Première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.